Sud Radio, si je parle dans le micro, c'est mieux quand même. Bonjour Dominique de Montvalon, journaliste politique. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Franck Tapiro, publicitaire. Bonjour. Voilà que je deviens dyslexique. Voilà, Franck Tapiro, publicitaire et cofondateur de Datacalab. Et de ACT, le mouvement citoyen. Et de ACT, le mouvement citoyen, absolument. Et Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Évidemment, grande partie de cette émission consacrée à la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon. On va parler de la NUPS, on dit NUPS, NUPES, je ne sais pas. Nupier. Est-ce qu'elle est en train de se saborder elle-même? Est-ce que ceux qui avaient l'intention de voter pour des candidats NUPS le feront toujours après la gestion de l'affaire Tahar Bouaf et l'adoption par la mairie de Grenoble du burkini dans les piscines, et puis réintégrer les soignants non vaccinés? C'est un des sujets qui vous intéresse également. On commence avec vous et vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons peut-être avec vous, Judith. Oui, alors moi, mon coup de gueule concerne une campagne d'affichage dans le métro à l'initiative d'un groupe d'étudiants et de jeunes diplômés. Campagne d'affichage qui fait la promotion du dernier rapport alarmiste, comme toujours, du GIEC. J'ai rien contre les rapports alarmistes du GIEC, mais les rapports du GIEC, et donc j'explique aux auditeurs, il faut flasher un QR code et on a accès à une synthèse qui explique ce que dit le dernier rapport du GIEC. Dans une version qui a cette particularité de considérer, comme souvent, ou même comme la plupart du temps, les synthèses des rapports du GIEC, que le nucléaire ne peut pas constituer une solution contre le réchauffement climatique. C'est une opinion qu'on a le droit d'avoir, y compris quand on s'appelle le GIEC et qu'on prétend se contenter de faire la synthèse des avis d'experts mondiaux sur les sujets écologiques, puisque c'est ce que dit le GIEC. Nous, on est neutre, on présente une centaine de scénarios, un peu moins d'une centaine de scénarios, c'est pas à nous de décider, et en fait, ils sont extrêmement orientés. Ils ne supportent pas la contestation, comme le prouvent les dernières mésaventures de Christian Gérondeau. Vous savez, ce polytechnicien qui courageusement écrit des bouquins, non pas pour contester le réchauffement climatique, mais pour contester la pertinence des solutions décroissantes, et dont le dernier bouquin que j'ai plaisir à citer s'appelle les 10 mensonges du GIEC. Je suis plus sûre de 10, je suis plus c'est 10 ou 12, mais enfin c'est à peu près ce chiffre. Et la plus haute représentante du GIEC en France s'est distinguée en demandant, en signalant Christian Gérondeau au CSA après le passage de Gérondeau sur une chaîne de télévision. Elle voulait qu'il soit interdit d'antenne. Voilà ce que c'est que la conception du dialogue par le GIEC. Mais pour quel motif interdit ? Parce qu'il conteste la légitimité des scénarios. Eh ben non, pas pour le GIEC. Alors la RATP donc a accepté, et j'ajoute, on se rappelle tous à propos de la RATP qu'elle avait voulu retirer d'une affiche il y a quelques années pour un concert d'un groupe qui s'appelle Les Prêtres, et sur l'affiche était apposé un sticker qui précisait que le bénéfice du concert irait aux chrétiens d'Orient. Et ça avait été refusé. Et la RATP a dit non, ça c'est de la politique, c'est une infraction à la laïcité. Ça avait évidemment provoqué un tollé, et ça nous ramène à Elisabeth Borne, puisque c'est pas elle qui avait pris la décision, c'était la régie publicitaire. Je sentais qu'on arrivait vers Elisabeth Borne. Avec un autre directeur, mais elle est arrivée à ce moment-là, et quand elle est arrivée, elle a reconnu une erreur des services de la RATP, ce qui est tout à son hauteur. Voilà. Bon, une réaction par rapport à la communication, c'est vrai que c'est assez compliqué, parce que déjà qu'aujourd'hui on n'arrive plus à rien dire, rien écrire, rien proposer, puisque maintenant on a des espèces de juges qui viennent vous dire vous n'avez pas le droit de ceci, vous n'avez pas le droit de cela. On a des nouveaux fachos de la pensée finalement. Donc c'est très compliqué. Voilà pourquoi la publicité a du mal à être créative depuis 5-6 ans. Les gens, on va dire, s'excusent plutôt que communiquent, ou essayent de prendre tellement de précautions que
que plus rien ne passe. Franck, et quand il y a des messages simples... C'est pas plus rien, c'est toujours dans le même sens. Oui, c'est ça qui me choque. Mais après tout, quand je dis plus rien, ça va dans ce sens-là. Vive les opinions. Il n'y a pas de diversité, on n'a plus le droit de contester, on n'a plus le droit de provoquer, faire rire. Et faire rire, même quand ça fait grincer certains, c'est une de nos forces françaises, et on est en train de la perdre. Et là, il ne s'agit pas de faire rire, il s'agit de débattre sérieusement d'un sujet grave. En général, Jean-Luc Benamias, vous qui êtes j'ai du mal à suivre là. Parce qu'on est parti sur plein de trucs. Si on part sur ce qu'a dit Judith, oui, sur le GIEC et je sur... Je vois aucun problème avec cette promotion du GIEC, qui est quand même, qui valide quand même, c'est quand même des milliers de scientifiques qui valident le fait que le changement climatique existe. Après, il y a le débat sur faut-il relancer du nucléaire en France et dans le monde. D'ailleurs, surtout en France que dans le monde. Mais bon, c'est la question posée. On est les derniers à faire du nucléaire et à vouloir relancer un certain nombre de centrales. Mon avis à moi, c'est que quand on lit le rapport du GIEC, il y a à boire et à manger, que c'est scientifiquement prouvé, et puis on le voit avec le changement climatique aujourd'hui et le réchauffement climatique. Je vous rappelle, tout le monde le sait autour de cette table, qu'il fait 50 degrés aujourd'hui en Inde et au Pakistan, et que vivre à 50 degrés devient extrêmement difficile. Ça pose de très très nombreux problèmes. Voilà. Après, le débat sur le mix énergétique est un vrai débat, qui est posé aussi en France par les rapports de la RTE, réseau qui s'occupe de l'énergie en France. Il y a 6 scénarios qui sont proposés par cette officine proche de l'État, qui débattent. C'est un vrai débat fondamental pour moi. Je le dis, moi, parce que je le pense, que de toute façon, on pourrait mettre des réacteurs en plus partout dans le monde, qu'on ne réglerait pas le problème de la production énergétique, on réglerait une infime partie du problème. Bon, on va... Alors, je vous fais rapidement mon coup de gueule. C'est totalement en marge de tout cela. C'est Gaston Lagaffe. Vous savez, toutes ces rééditions qui sont faites, enfin, pas rééditions, mais c'est suites posthumes. Moi, je suis totalement contre. Et donc, il y a je trouve que c'est toujours moins bien. C'est toujours Lucky Luke, moi qui étais une grande fan. J'ai trouvé ça assez lamentable. Astérix, j'ai jamais trouvé ça bien non plus. Et là, c'est Franquin, Gaston Lagaffe, qui est sous le coup d'un procès, l'éditeur belge, donc Dupuis, qui a décidé de différer la sortie de cet album, puisque la fille de Franquin est en procès. Elle affirme que son père avait bien dit qu'il ne voulait pas que Gaston Lagaffe lui survive, sauf que les droits ont été rachetés, que la maison d'édition... Oui, c'est une gaffe de plus. Mais je trouve toutes ces... Je ne sais pas si vous avez regardé, à chaque fois, ces suites... Mais parce qu'on passe son temps, de façon à comparer avec quelque chose de génial. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, surtout Franquin, quand on voit le génie de Franquin. Non, mais donc, en fait, on peut essayer de faire moins bien, mais à quoi ça sert? Non, mais c'est pareil pour Goscinny. Mais oui, Goscinny. C'était mon coup de gueule. On se retrouve dans un instant et on va parler Burkini, on va parler Elisabeth Borne et gouvernement, évidemment. À tout de suite. Les débats, évidemment, nous parlerons de la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, nous parlerons du Burkini, de l'affaire Taha Bouaf, bref, le NUPES se saborde-t-elle, et puis faut-il réintégrer les soignants non vaccinés? J'espère qu'on aura le temps de traiter tous ces sujets. Jean-Luc Benamias est avec nous, membre de la Ligue des droits de l'homme, ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Franck Tapiro, publicitaire, cofondateur de Datacalab et également président du mouvement citoyen Acte. Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, et Dominique de Montvalon, journaliste politique. Continuons notre tour de table, mais on va déjà largement entamer nos débats avec vous, Jean-Luc Benamias. Oui, c'est un peu une provocation, mais quelle drôle d'idée quand même de donner un gouvernement intérimaire. Qu'est-ce qui ne permettait pas au président de la République de garder le gouvernement Castex tel qu'il était en place, et d'attendre les 3 semaines qui vont arriver maintenant pour les législatives. Car chacun sait effectivement que la France est divisée en 3 tiers à peu près au niveau électoral. On peut penser que Emmanuel Macron aurait une majorité, en tout cas les sondages le donnent majoritairement, mais les choses étant ce qu'elles sont législatives, les choses qui peuvent se passer, ce qui n'est pas forcément une majorité pour Emmanuel Macron. Donc je ne vois pas tellement l'intérêt de nommer un gouvernement pour 3 semaines. Alors Judith va vous répondre. Oui, j'imagine le commentaire de Jean-Luc Benamias, si Emmanuel Macron avait suivi son bon conseil. Oui, il n'a personne pour constituer son gouvernement, il veut en faire un au gré des résultats des législatives, c'est un pur opportuniste, etc. etc. C'est pas mon genre, Judith. Oh non. Mais de toute façon, c'est un signal
au contraire. Quand on veut reprendre la main et quand on a justement une législative à gagner, on n'attend pas, on est toujours en avance, on est proactif. Attendre, comme vient de le dire Judith, c'est absurde. Au contraire, il est président de la République, réélu, donc il doit absolument montrer qu'il comprend à la fois le résultat des élections et qu'il anticipe sur les législatives. Voilà pourquoi la nomination de Mme Borne, pour moi, est totalement stratégique. Quelqu'un d'une sensibilité de gauche, c'était en fait ce qu'on avait tous un peu imaginé au moment de l'élection. On s'est dit que par rapport au résultat... Il y a débat sur la gauche. Oui, la gauche, on va en reparler. Il y a au moins deux gauches, alors évidemment. Moi, je parle de la gauche, on va dire la gauche fondamentale, l'ADN génétique de la gauche. Pas cette gauche, on va dire, transformiste autour de Jean-Luc Mélenchon. D'accord. Qu'est-ce que vous pensez moi, je voulais dire que j'étais surpris de la remarque de Jean-Luc Benamias, parce que qu'est-ce qui lui permet de dire que ce gouvernement est intérimaire? Il est possible qu'à l'issue des élections législatives, quelques aménagements aient lieu, mais surtout, il était capital, d'autres éléments ont été dits notamment par Judith il y a quelques instants, mais il était capital qu'on en finisse avec cette séquence où on avait l'impression que c'était Jean-Luc Mélenchon qui avait gagné les élections. Il n'y en avait que pour lui, tout le monde s'agenouillait devant lui, lui demandait ce qu'il allait faire, lui-même s'était autoproclamé futur Premier ministre, ou même Premier ministre et tout. Donc c'est à la fois logique qu'un gouvernement soit, puisqu'il y a en plus une grande distance entre la présidentielle et les législatives, et cette année, c'était à la fois logique et c'était indispensable politiquement pour que les électeurs sachent, en gros, pas à 2-3 têtes près, ou 4, 5 si on veut, et pas celle de la Première ministre, à qui ils allaient affaire, et qu'ils avaient un vrai choix en face de. Donc, je suis surpris, Jean-Luc Ménard. Je suis surpris de votre provocation, mais je reconnais votre humour. Il l'a dit avant, il a dit que c'était la provocation. Oui, mais vous avez vu le tweet de Jean-Luc Mélenchon hier, grande tension avant la nomination de mon prédécesseur. Sera-t-elle de droite ou bien de droite? Personne ne veut le job, c'est un CDD de mission d'intérim. Donc vous êtes raccord, finalement, Jean-Luc, avec Jean-Luc Mélenchon? Comprenez ce que vous avez envie de comprendre. En tous les cas, c'est vrai que j'ai dit que c'était des provocations. Parce que, sérieusement... il y a un certain nombre notamment Elisabeth Borne, me semble-t-il, elle est candidate aux législatives. Je suis même sûr et certain. Absolument. Supposons qu'elle perde. Elle quittera son poste, elle sera remplacée. Et voilà, et donc c'est bien ce que je dis. Quel est le dommage pour la démocratie? C'est la force de la démocratie, M. Benamias. Ça ne sert à rien, c'est bien, c'est ce que je dis. C'est la force de la démocratie. Avant les élections, en fait, on montre non seulement qu'il y a du courage, il y a une vision, et surtout qu'il y a un courage. C'est pas une question. Il n'y a pas de politique sans risque, M. Benamias. C'est pour ça que la gauche en est là aujourd'hui. Il y a la droite pareil. Enfin, on prend des risques. Donc il faut remettre le risque. Et le risque, c'est quoi? C'est le respect des citoyens. C'est prendre un risque de nommer Elisabeth Borne? Non, je prends un risque pour les élections. Je parle d'une élection. Il ne faut pas s'engager dans la vie. Absolument. Voilà, donc à un moment, je trouve qu'on est tous désengagés. On va en parler tout à l'heure. On va en reparler. Votre coup de gueule, il concerne également. Oui, en fait, moi, c'est pas Elisabeth Borne, mais. C'est les commentaires, en fait, et l'inélégance de certains hommes et femmes politiques suite à l'élection de Mme Borne. Je trouve que la nomination, je dis l'élection parce que c'est à cause de Jean-Luc Mélenchon qui parle d'élection du Premier ministre, donc ça finit par rester. Je trouve ça inélégant. Pourquoi? Parce que à un moment, je trouve que quand il y a pour la République, je trouve ça bien quand on nomme un Premier ministre, quel que soit son bord, il y a ce que j'appelle un peu le temps des braves, il y a peut-être aussi le temps de l'élégance, où on peut déjà féliciter quelqu'un, déjà quand on a perdu, parce que Jean-Luc Mélenchon a perdu le job, donc il aurait pu déjà féliciter Mme Borne, et féliciter déjà quelqu'un qui est nommé à un poste aussi important que Premier ministre. Et de profiter de cela, au bout de 3 secondes, 4 secondes pour commencer la campagne présidentielle, dire à quel point Mme Borne, c'est, il a dit l'antisociale. Elle est antisociale, mais comment on peut dire un truc pareil? Écologie Les Verts, on dit pareil. Et on a l'impression que tous ces éléments de langage ont fait finalement oublier le fait que d'abord c'est seulement, je dis seulement, même s'il était temps, la deuxième première ministre femme depuis Mme Cresson, vous imaginez? Et on n'a pas de quoi en être fier. On n'a pas de quoi en être fier. Moi je me bats, vous savez, pour la parité homme-femme depuis des années, en politique et ailleurs. C'est une catastrophe. C'est marrant, moi je suis absolument pas d'accord. J'ai pas fini. Et bien entendu, j'estime que cette parité-là ne doit pas se fondre avec ce quota où on doit avoir des femmes. C'est des gens de talent. Mais vous allez me dire qu'en 35 ans, il n'y a que 2 femmes en politique qui ont eu du talent? C'est faux. Donc je suis désolé, Judith. Moi, je trouve que des femmes de talent qui auraient mérité le Premier ministre, il y en a d'autres que Mme Borne et que Mme Cresson. Et j'espère que la nomination de Mme Borne va permettre à la misogynie ambiante de libérer des postes pour des femmes de talent qui sont bloquées par des misogynes. Non, mais si on trie
dans ce que vous venez de dire. Moi, je trouve qu'au contraire, le fait qu'Elisabeth Borne soit attaquée directement sur son bilan politique, sur éventuellement sa dimension antisociale, c'est très bien. Ça veut dire que c'est pas le gadget j'ai nommé une femme qui prévaut, mais c'est le fond. Je parlais juste le moment d'élégance. Et je m'en félicite. Il n'y a pas eu d'élégance, c'est ce que je dis. Oui, mais l'élégance n'avait rien à voir avec le fait que ce soit une femme. Je suis désolé, quand on s'appelle Jean-Luc Mélenchon, même quand on vise un poste et quand on a une femme qui est nommée à un poste qu'on a au moins avoir un petit bon gentil. Je parle d'élégance. Il n'y a pas que lui, parce que c'est une femme. En tant que citoyen, je dis c'est inélégant. Et je trouve que le spectacle qu'ils ont montré hier. Parce que c'est une femme. Mais pas seulement ça. Pas seulement ça. D'abord, l'élégance d'un homme vis-à-vis d'une femme, je trouve ça. C'est l'éducation. Moi, j'ai été élevé comme ça. Je suis désolé. Attendez, une femme politique. Deuxièmement, ça peut être très bien d'un homme vis-à-vis d'un homme, d'une femme vis-à-vis d'une femme. Regardez Valérie Pécresse. Elle a eu l'élégance de tweeter un message très sympathique à l'égard de Madame Borne. Cette élégance est au profit de Madame Pécresse et n'est pas, bien entendu, au profit de Monsieur Mélenchon. Éric Ciotti a dit c'est une technocrate socialiste. Marine Le Pen a dit Macron montre son incapacité à rassembler et poursuit sa politique de mépris, de déconstruction de l'État. Gilbert Collard, c'est un affront fait aux Français, donc de tous bords. Il y a eu des gens, comme vous le dites, inélégants. Non mais moi, Dominique je m'apprêtais à citer le cas de... Sans qu'on se fixe... Parlez bien dans le micro. Sans qu'on se fixe pendant plusieurs minutes sur le cas de Valérie Pécresse, mais la réaction de Valérie Pécresse est très bonne. Elle est élégante, c'est pas le fin mot de tout, mais c'est pas complètement négligeable et c'est pas le fait de tous. Et je ne connaissais pas la réaction d'Éric Ciotti. Évidemment, on voit que Valérie Pécresse, après on passe à l'essentiel, c'est-à-dire Elisabeth Borne, mais on voit que Valérie Pécresse est en train, enfin, après la raclée qu'elle a prise, de redevenir elle-même. C'est-à-dire quand elle était sous tutelle d'Éric Ciotti et d'un certain nombre d'autres, mais c'est de l'histoire ancienne désormais. Ça, c'est un commentaire condescendant. Non, c'est pas. Non, c'est vrai, c'est ce qui s'est passé. Quand elle redevient elle-même, elle est excellente. Évidemment, comme en primaire, les primaires, elle était elle-même. Moi, je reste avec Valérie Pécresse, démarrant sa campagne quasiment avec dans le dos ou à côté d'elle, dans le rôle du souffleur, Éric Ciotti, c'était évidemment foutu d'avance. Ouais. Juste, j'ai perdu le fil de ma pensée, c'est bien. Si certains auditeurs me reprochent de tomber à bras raccourcis tous les jours sur Jean-Luc Mélenchon et de ne même pas comprendre que son tweet était de l'humour, je ne vois pas bien. Enfin, j'avoue, je ne comprends pas très bien l'humour de Jean-Luc Mélenchon. Je vous conseille de regarder la séquence sur France 3, l'échange qu'il y a eu avec le journaliste qui l'interviewait, qui était particulièrement odieux. Et c'était dans Quotidien hier, voilà, où il montrait comment la France insoumise met aujourd'hui en accusation, se pose en procureur à chaque fois. On vous retrouvera le son demain. Donc, j'ai pas trouvé d'humour. Si vous trouvez de l'humour, vous me le direz. Non, l'humour, c'est quand c'est drôle. Oui, voilà. Un mot, parce que je pensais que vous vouliez parler de ça aussi, c'est sur ces attaques antisémites dont est victime Elisabeth Borne depuis hier soir, qui sont particulièrement dégueulasses et odieuses, puisqu'on a appris que son père avait été déporté et qu'elle s'appelait Bornstein. Ses oncles avaient été ils sont 4 en fait dans la famille. Son grand-père avait donc 4 fils. Ouais. Les 4 ont été déportés, 2 s'en sont sortis, dont son papa. Ensuite, elle a été pupille de la Nation à l'âge de 11 ans. Il est mort quand elle avait 11 ans. Absolument. Rentrée de déportation. Rentrée de déportation. En fait, elle a une vie. Moi, ce que j'ai découvert, en fait, finalement. D'abord, j'avais une bonne image d'Elisabeth Borne. Hier, je la défendais naturellement parce que je trouve que c'est un bon choix. Et plein de gens m'ont envoyé ces vidéos, m'ont envoyé ces témoignages. Et j'ai été assez touché. J'ai trouvé même une vidéo où elle admet au micro de Radio J appartenant à la communauté juive. Elle admet, elle revendique. Elle revendique, parce qu'il ne le savait pas, Frédéric. En fait, il m'a posé la question. Je pense que cette communauté à laquelle j'appartiens. Et elle l'a fait de façon très naturelle. Pas le revendiquer au sens de le clamer. Elle a dit juste les choses naturellement. Et c'est vrai que ce déchaînement avec ces tweets antisémites, malheureusement, il n'a pas fallu attendre Madame Borne pour voir l'explosion de tweets antisémites. Ça fait une vingtaine d'années. Et la forme de banalisation de l'antisémitisme est toujours un problème. Mais là, on parle quand même de choses du quotidien qu'il faut vraiment... Tout ça est sur Twitter de façon... non, mais voilà, c'est un délit. Et je m'étonnais de voir ces tweets se multiplier depuis hier sur Twitter. Ah oui. Et moi, on en est là. Je les trouve... Je suis hélas pas surpris. Je les trouve évidemment dégueulasses. Alors je voudrais dire autre chose.
C'est que je pense que... alors d'abord, je suis en train de découvrir, c'est pas fini, je suis en train de découvrir des aspects de la personnalité, de l'itinéraire d'Elisabeth Borne que je ne connaissais pas. Alors, je me dis pourquoi ? Parce que j'ai manqué de curiosité, peut-être. Également parce que, jusqu'à preuve du contraire... jusqu'à une période récente, elle ne se livrait pas. Elle était un peu, je ne veux pas dire sous-masse, elle ne se cachait pas, mais elle était discrète jusqu'à se faire présenter par tout le monde ou accepter qu'on la présente partout comme une techno. À mon avis, on risque, au bon sens du terme, on pourrait avoir de belles découvertes avec une personnalité qui fera l'objet d'attaques, qui fait déjà l'objet d'attaques d'une violence ignominieuse, mais qui est une personnalité beaucoup plus forte et beaucoup plus intéressante et beaucoup plus dense qu'un certain nombre de personnes. Alors, je ne parle pas des antisémites, mais même il y a eu des commentaires, alors là pour le coup je reprends le mot mais je ne me l'applique pas à moi-même, très condescendants ou un peu distants, ne serait-ce que revenir sans arrêt, c'est une techno et tout, mais on les emmerde ceux qui disent ça, parce que, attendez, je vais vous dire une chose. Pardon, c'est une techno dans le bon sens du terme, parce qu'ingénieur, elle n'a pas fait l'ENA. C'était pas vous, vous avez bien compris. Mais c'est pas pareil. On a eu très très peu, je crois qu'il y en a eu un seul, Premier ministre qui ait fait les mines et Polytechnique. Jean-Luc, c'est Giscard. Vous avez totalement raison. Jean-Luc Benamias. Non, mais évidemment, vous avez totalement raison. Ouais. Oui, je reviens sur le débat sur l'antisémitisme. Malheureusement, c'est pas tellement surprenant quand on voit le score de l'extrême droite au premier tour de la présidentielle. Donc, il n'y a pas que l'extrême droite. Attendez, depuis 20 ans, c'est l'extrême gauche qui est la source de l'antisémitisme en France, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et là, pour revenir, et là, il y aurait 2 heures de débat, je peux vous dire que vous regretteriez la phrase que vous venez de dire. Les tweets semblent issus de gens qui ne sont pas d'extrême droite. Mais bien sûr. Ne dites pas ça, vous faites de la peine. Allez-y. Mais alors, parlons du contexte général. Je n'étais pas en train de polémiquer sur les phrases que je viens de dire. Vous pouvez me tomber dessus autant que vous voulez à bras raccourcis par rapport au fait que je suis plutôt de gauche que de droite. Allez-y. Mais c'est le jeu. C'est pas ça. Très bien. On dit pas ça. Je continue. On n'a jamais dit ça. On a dit que l'extrême gauche était la source de l'antisémitisme depuis 20 ans. Mais non, c'est pas possible. C'est l'inverse. Je nie ce phénomène. Vous avez le droit de le penser. Je le nie. Je ne dis pas qu'il n'y a pas dans l'ultra-gauche des gens qui peuvent être antisémites. Je dis que l'antisémitisme historique dans ce pays vient de l'extrême droite et que certains ne se sont pas gênés pour le rappeler dans la dernière période. Point barre. Oui. Ok. Moi, je trouve qu'Elisabeth Borne, on verra bien ce qu'elle donne par rapport à tout ça. Mais ce que je ressens d'elle, sur le fond, c'est qu'elle a quand même réussi à avoir l'ensemble des formations syndicales représentatives dans le pays contre elle par rapport à la réforme chômage. Je vais sur le fond, là, je ne vais pas sur autre chose. Quand même, la CFDT, qui est quand même un mouvement syndical progressiste, mais enfin, quand même très qui collabore, qui essaye, collabore, je ne le dis pas en termes négatifs, je dis qu'il essaye de produire des choses. Dit à Elisabeth Borne quand elle était ministre du Travail, non, votre loi sur le chômage n'est pas une bonne loi, je dis simplement qu'à ce niveau-là, c'est extrêmement techno. Allez, on marque une pause et on se retrouve dans un instant, on continue d'évoquer le profil d'Elisabeth Borne, quelle sera sa mission, comment va-t-elle cohabiter avec le président de la République. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, on évoque la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, nommée première ministre. Elle remplace donc Jean Castex, deuxième femme à prendre la tête d'un gouvernement en France. Alors, il y a eu plusieurs leurres. Est-ce que c'était des leurres? Est-ce que Catherine Vautrin a été vraiment en cours et est-ce qu'on a reculé au dernier moment? Ou est-ce que c'était une manière, alors je m'exprime très mal ce matin, ou est-ce que c'était une manière de dire « Ah, enfin une femme de gauche », alors qu'on a agité l'épouvantail Catherine Vautrin qui avait voté pour la manif pour tous, etc., etc. Moi, je pense que déjà, l'arrivée de Madame Borne, c'est la victoire de l'aile gauche de la Macronie, mais l'aile gauche masculine de la Macronie. Il faut savoir que quand même, il voulait absolument avoir... Oui, l'aile gauche, dans la Macronie, il y a plus de sensibilité. C'est pour ça que en même temps... C'est le côté masculin qui me surprend. Oui, justement, parce que c'était une façon de mettre en avant quelqu'un de gauche avec une sensibilité
féminine, qui représente quelque chose de plus ouvert, et l'ouverture du macronisme amenait cela. En face, on sait qu'il y avait d'autres courants. D'autres courants, vous voyez, Vautrin, qui est exactement, pour moi, aux antipodes, bien entendu, d'Elisabeth Borne. Et je pense que ça s'est joué là-dessus. Sachant que stratégiquement, enfin, dès l'élection, quand on a vu les scores, et quand on a vu, après le fameux Élysée-moi, qui était vraiment très intelligent de la part de Mélenchon, même si je ne partage pas ses idées, il faut le reconnaître que d'un point de vue de la stratégie, c'est malin, juste avant le second tour, d'avoir dit Élysée-moi Premier ministre. Donc, en structuration de vote, c'était important de montrer dans ce gouvernement qu'on avait plus compris ce qui était en train de se passer, que la gauche s'animait, parce qu'elle se rassemblait, alors que l'extrême droite n'arrivait pas à se réunir. Donc, évidemment, le gouvernement aujourd'hui, enfin, plutôt la majorité présidentielle, va s'opposer à Jean-Luc Mélenchon et à son regroupement. Donc il fallait mettre quelqu'un de gauche pour montrer qu'on avait compris l'électorat et essayer de capter cet électorat pour les prochaines législatives. Pour moi, c'est assez... finalement, c'est très politique. Donc c'était prévu depuis longtemps. À votre avis, le choix, elle était là depuis longtemps. En fait, c'est une stratégie politique qui est prévue depuis les résultats des élections. Oui, Judith Van Trop. Catherine Vautrin, j'ai un doute sur la sincérité de la fuite. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Elisabeth Borne, c'est celle qu'on annonçait quasiment dès le soir, de l'élection, du second tour de la présidentielle. Donc c'est une surprise relative. Ce qu'on a su, qui a été vérifié, c'est qu'il y a eu des tentatives de proposer Matignon à des femmes de gauche. Je pense à Véronique Bédag, l'ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon. Je pense à la ministre venant de la gauche sortante. Marisol Touraine ? Non, une autre qui était à l'Assemblée nationale aussi, présidente de la... Bon, enfin bref, il y a des noms de gauche, pardon de cette mémoire défaillante, c'est déjà la chaleur. Oui, c'est très chaud ici. Donc en fait, toutes les fuites allaient dans le même sens, qui se trouvait correspondre au sens du résultat de la présidentielle, du résultat et surtout de ce qui s'était passé depuis, à savoir que la gauche républicaine avait abdiqué ses valeurs pour une grande partie d'entre elles pour passer sous les chouches codines de Jean-Luc Mélenchon. Juste Jean-Luc Benamias, pardon, elle est de gauche pour vous, Elisabeth Borne ? Elle a été de gauche à une époque, mais elle ne l'est plus. Voilà, pour être clair. Ah bon ? Vous avez l'air très... Pourquoi elle ne l'est plus ? Parce que tout ce qu'elle a fait au niveau ministériel, je en ai parlé tout à l'heure sur le chômage, mais je veux pas en parler aussi sur la déstabilisation générale du statut de la SNCF, qui nous pose de gros problèmes et qui a posé de gros problèmes aux cheminots et à l'ensemble des syndicalistes de cheminots. Je peux aller plus loin sur le RSA. Je peux dire un certain nombre de choses qui ne sont pas, de mon point de vue, des positions de gauche. Voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Je pense qu'il y a un certain nombre qui le partagent dans le pays. Mais voilà, dire qu'elle n'a pas été de gauche serait idiot. Elle a été dans plusieurs cabinets de gauche, notamment auprès de Ségolène Royal. Elle a travaillé près dire qu'elle est encore de gauche, je pense que non. Tout dépend ce qu'on met derrière le terme gauche. Je pense que M. Macron n'est pas de gauche et contrairement à M. Tapiro, je ne pense pas qu'il y ait une gauche à la République en marche. Et si je parle de gauche pragmatique, est-ce que ça vous irait ? Non, ça n'a pas de sens pour moi, une gauche pragmatique. Si c'est une gauche qui est au pouvoir, une gauche qui agit, une gauche qui fait, et une gauche qui ne fait pas que réfléchir comme pendant des années et d'imaginer que c'est la droite qui va faire Est-ce qu'on considère que le gouvernement qu'avait constitué M. Mitterrand en 81 est une gauche pragmatique? Non, c'était une gauche qui répondait à l'opinion publique en général qui avait voté pour lui. Et 83, je l'ai posé exactement. Ah oui, évidemment. Si vous permettez, je voudrais revenir une seconde sur le petit cas Vautrin. Est-ce que c'était une manip calculée, etc. Alors, moi, ce que je n'ai pas les clés de tout ça, évidemment. Ce que je ressens, c'est que dans cette affaire, c'est que Elisabeth Borne, c'était ce qui était prévu par Emmanuel Macron depuis son élection, depuis l'élection présidentielle. Mais c'est à l'envers qu'il faut, me semble-t-il, interpréter les choses. Il y a eu une contre-offensive. Alors, pas pour faire plaisir à Jean-Luc Benamias, mais de la droite, de l'aile droite de la majorité. Mais féminine ou masculine? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Pour, et de toute façon, ça passait par une femme. Pour tenter, pour dire, mais attendez, parce que je pense qu'on aura, pour tenter de casser l'élan qui menait Elisabeth Borne à Matignon, elle y est finalement. Donc, il s'est passé une affaire politique qui est finalement pas du tout roublarde, qui est une affaire dense, importante,
importante et on verra les suites. Et l'autre chose, c'est juste dire que j'en suis moi-même très, très surpris. J'en prends la mesure au fil des heures, peut-être des jours maintenant. Je pense qu'avec Elisabeth Borne, on va découvrir quelqu'un qui s'appelle toujours Elisabeth Borne, mais qui n'aura plus grand-chose à voir sur la place publique vis-à-vis des électeurs, avec le peu que l'on connaissait de la ministre du Travail jusqu'ici. C'est quelqu'un de... avec la fonction oui. va... Non. La vérité de la personne n'est pas encore complètement apparue. C'est quelqu'un qui va être très intéressant. Voilà, c'est très intéressant et qui va susciter des débats important. Moi, je pense la même chose, et surtout, vous savez que la fonction révèle souvent les gens. Et quand on a une fonction pareille de première ministre, c'est quelque chose. Et puis dans un second quinquennat d'Emmanuel Macron, avec, c'est vrai, comme on le dit, d'ailleurs, Édith Cresson, on était en interview hier soir, et elle lui souhaite beaucoup de courage. Pourquoi ? D'abord, en tant que femme, parce qu'elle sait ce qu'elle a vécu avec la misogynie ambiante. Je pense que les temps ont changé. Mais le contexte... Mais non, alors, je peux vous dire, les temps ont changé, pourquoi ? Parce qu'il y a eu des lois, il y a eu des arrangements, il y a eu des médias, il y a eu MeToo, il y a eu tout ça, il y a eu plein de choses. Mais au fond, est-ce que les mentalités ont changé pour les connaître depuis, et je suis pas le seul? Non, ça n'a pas changé dans les têtes, ça n'a pas changé. C'est des organisations, on essaie de faire des quotas, mais le seul quota qui existe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le talent, l'exigence, la performance. On lui pardonne rien. Et deuxième chose, elle a dit, Édith Cresson, je lui souhaite beaucoup de courage, parce qu'elle sait que les temps vont être durs. Elle sait que les temps sociaux vont être durs. Édith Cresson, elle met aujourd'hui sur le compte de la misogynie des réactions dont une partie, voire même une majorité, était surtout inspirée par ses maladresses, son incompétence, ses commentaires ahurissants sur les Japonais sur les fourmis, les Anglais des homosexuels. Voilà, c'est bien pratique. Pour revenir juste un instant sur Elisabeth Borne, paradoxalement, elle est la ministre du gouvernement sortant qui a fait le plus de matinales, c'est-à-dire d'émissions de grande écoute le matin sur les radios, et qu'on connaît le moins. Pourquoi ? Parce que on avait l'impression que son pari était d'en dire le moins possible, et à chaque fois, elle gagnait. Elle repoussait les limites. On va en reparler dans un instant. Peut-être aussi de la part de certains journalistes, je mets dans le lot bien entendu, l'idée que c'était pas la peine de chercher parce qu'en creusant on trouverait pas grand-chose. On va voir. Petite pause de pub. Les débats avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Écoutez, on continue de parler d'Elisabeth Borne. Il y a beaucoup de choses à dire, peut-être à découvrir. Un auditeur me dit mais c'est qu'une bourgeoise méprisante et en plus, comme les autres, déconnectée des problèmes des Français. Moi, je trouve qu'on va parler de la problématique de l'image. Pendant des années, et j'en étais aussi l'instigateur. Franck Tapiro, vous êtes publicitaire, communicant. À l'époque de Nicolas Sarkozy, on avait inventé ce que j'appelais, c'est un nickname, les pipolitiques. La pipolitisation. Parce qu'à l'époque, ça marchait. Pourquoi ? Déjà, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et donc, on a pipolitisé les hommes politiques pour les rapprocher du peuple, parce qu'ils étaient un peu trop loin, un peu hors sol. Et on s'est dit, s'ils appartiennent finalement à la vie quotidienne, la vie perso, la vie privée, vous savez, il y avait vie publique, vie privée, il y avait vie intime, et après, il ne restait plus rien. En fait, on avait brisé tous les cercles en se disant, c'est comme ça qu'on va rentrer dans l'intimité des Français. Ça a marché pendant un temps. Et puis, patatras, bien entendu, quand on connaît des périodes de sa vie privée, comme les Français, quand on souffre comme les Français, on peut s'accrocher aux branches, mais on se rend compte qu'on déstabilise l'aspect politique en mettant trop sa personnalité en avant. Donc on s'est dit, on va calmer le jeu. Là, aujourd'hui, ce qui se passe avec Elisabeth Borne, c'est exactement l'inverse. Tout ce qu'on sait depuis hier soir d'elle, sur son passé, sa famille, son parcours brillantissime, et pas gagné d'avance, pupille de la nation à 11 ans, etc., on le découvre après sa nomination. Voilà pourquoi je dis que l'ère a changé en termes de communication sur la politique, c'est que on découvre des attributs qui sont extrêmement positifs, mais après, ça veut dire qu'on ne doit pas se servir de cela pour être nommé, mais pour être nommé, c'est par sa compétence. Ce qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, par le fait qu'elle soit un homme ou une femme, c'est pas très grave. Même si ça tombe bien que ce soit une femme, on va le dire comme ça. Mais c'est sa compétence et son exigence qui ont forcé le choix. Et puis, son orientation politique, bien entendu, puisqu'elle est de sensibilité de gauche. Même si M. Benamias a reconnu qu'elle l'était plus, elle vient de la gauche. Donc voilà pourquoi je trouve qu'en termes de communication, peut-être qu'on assiste, et c'est la première fois, on assiste à quelqu'un qui est nommé, qu'on ne connaît a priori pas, mais qu'on va découvrir après sa nomination. Je trouve ça bon signe. Moi qui milite pour l'engagement citoyen et contre toute forme de politique aérie et guerre politicienne qui tue
l'amour de la politique, la confiance, et surtout qui crée de l'abstention. Je trouve que ce genre de choses va mettre au moins quelqu'un, voilà, en frontal, voilà ce que je fais, et après, voilà ce que je suis. Jean-Luc Benamias, pas facile, vous êtes à distance d'intervenir dans l'arène. Mais tout va bien, Valérie. Non, mais sur la perception qu'on peut avoir de cette femme un peu froide. J'apprends, comme vous tous, me semble-t-il, c'est son histoire par rapport à l'antisémitisme, par rapport au fait que sa famille a été internée et puis pour une partie est mort dans les camps. Ouais. Voilà, très bien, respect total, puisque si chacun parle de sa vie, j'ai jamais connu mon grand-père, il est mort à Drancy, il n'a pas eu le temps de partir, donc de Drancy. Et je le dis comme ça parce que c'est terrible. Voilà. Donc voilà. On sait ça. À ce niveau-là, toute attaque antisémite par rapport à elle serait absolument scandaleuse. Ouais. Je dis simplement que cette femme, tu as raison, Franck, on la connaît pas bien. Et pourtant, elle a été ministre depuis 5 ans. Oui. Pourtant, elle a fait beaucoup de ministères. Oui, elle a fait son action. Oui, mais elle a fait le job, non? Oui, mais c'est précisément à cause de ce que je racontais. Franck parle d'un changement de méthode ou d'air en communication politique. Moi, je crois que c'est tout simplement une maladresse de ne pas avoir valorisé les atouts d'Elisabeth Borne, à savoir le fait qu'elle soit un pur produit du mérite républicain, parce que pour moi c'est son premier titre de gloire, au moment où précisément elle affrontait des situations sociales compliquées pour mener des réformes qui n'étaient pas populaires à gauche. C'est juste une erreur. Mais ce que vous disiez tout à l'heure... gauche, Judith, pas qu'à gauche, pas qu'à gauche. Considérer que l'ensemble syndical français n'est qu'à gauche est une erreur. Comment peut-on qualifier la CFTC? Elle est de gauche? Pas vraiment. Comment peut-on qualifier la CGC? Elle est de gauche? Pas vraiment. Donc à ce niveau-là, par rapport à ce que je disais, par rapport à la façon dont elle s'est pris au niveau social, c'est pas une question de gauche ou de droite. C'est une question de vouloir faire avancer les politiques publiques ou pas. Oui, ce que vous disiez, Judith, était intéressant sur l'espèce de d'imperméabilité d'Elisabeth Borne dans les interviews. Et c'est vrai que toujours Quotidien, qui analyse et décrypte le discours politique, montrait que, et c'est une auditrice qui me le rappelle, elle parle toujours d'accompagner. Il y a ce mot qui revient tout le temps, accompagner, espèce de est-ce qu'on peut dire de robinet d'eau tiède, c'est-à-dire où il se passe pas grand-chose dans ce qu'elle dit. C'est le cauchemar du journaliste politique dont le travail ingrat consiste à écouter les matinales pour voir s'il y a des déclarations importantes dont il faut faire un papier dans l'édition du jour ou maintenant à notre époque immédiatement sur le web. C'est pas un exercice rigolo. Quand c'était Elisabeth Borne qui, je le répète, a cumulé le plus de matinales durant le quinquennat qui vient de s'achever, c'était carrément un cauchemar. Mais langue de bois, robinet d'eau tiède, tout ce que vous voulez, mais c'était extrêmement difficile d'en tirer quelque chose. Mais c'était volontaire. Hein. Quel rôle, Dominique? Non, mais vu d'un autre point de vue, normalement je suis du côté de Judith, évidemment, du côté des journalistes qui souffrent d'avoir affaire à une cliente qui se dérobe et qui ne se laisse pas politiquement saisir. Mais vu d'un autre point de vue, c'est quand même pas un hasard. Au fond, j'en avais pas pris conscience jusqu'à une période récente qu'elle ait été à ce point présente, on l'est à ce point mandatée, et qu'au fond, je ne sais pas si elle a été très excitante politiquement parlant pour les journalistes politiques, mais en tout cas, elle n'a jamais fauté. Et c'est quand même quelque chose qui est pas rien. Là, il y a une situation. Franck Tapiro l'a décrit, l'a théorisé. C'est-à-dire qu'on va découvrir après sa nomination, ce qu'on aurait pu, Judith l'a dit, même à son avantage, nous présenter avant. C'est effectivement une situation singulière. Je ne sais pas s'il faut la théoriser, on verra par la suite. Est-ce qu'on avait besoin de le savoir avant? Genre, les ministres sont là pour faire leur boulot, pas pour qu'on connaisse leur vie privée. Il vaut mieux apparaître comme un produit du mérite républicain que comme une grande bourgeoise de gauche. C'est le point sur lequel je suis totalement d'accord. C'est que ce prisme-là, malheureusement,
est totalement disproportionné et va déformer la perception. Alors, parce qu'on est toujours coupable, l'argent, les riches, bourgeois, mais etc. L'un n'empêche pas l'autre. Absolument. Vous avez pu, vous pouvez avoir issu d'une famille populaire et être devenu un grand bourgeois de gauche. J'ajoute juste ceci, ce qui a déjà volé en éclats, c'est les commentaires de certains rapides quand on a appris que se précisait, parce que ça vient effectivement depuis quelques semaines, se précisait l'arrivée probable et c'est fait, d'Elisabeth Borne à Matignon pour dire bon, c'est purement et simplement ceci, cela. On sent, on devine, on sait un peu qu'elle va être beaucoup plus complexe, donc beaucoup plus intéressante que ce qui s'annonçait. Mais néanmoins, pardon Valérie, il ne faut pas oublier qu'aux yeux d'Emmanuel Macron, l'une de ses qualités essentielles, c'est sa parfaite loyauté et son absence d'ambition personnelle. Alors Franck va immédiatement me dire, ça peut se révéler quand on nomme les gens à Matignon. C'était ma question, c'est comment vont-ils travailler ensemble en sachant qu'elle est très proche d'Alexis Kohler, qu'il a vraisemblablement beaucoup participé à la décision. Est-ce qu'elle sera une collaboratrice? Pour faire court, tout ce qui, nous, journalistes politiques, nous désespère, c'est-à-dire la langue de bois, l'absence de formule choc, l'absence quasi totale de communication avec les journalistes politiques, de communication en off et de conversation. En fait, tout ça, c'est un atout pour Emmanuel Macron. Un auditeur Gourdance que nous connaissons bien, Judith dit, Elisabeth Borne sera-t-elle Première ministre ou Madame Cresson 2 Est-ce qu'elle sera vraiment Première ministre. Pas du tout Madame Cresson 2, parce que vraiment, en termes d'expression et de langage, ça a été dit tout à l'heure, Madame Cresson était dans la provoque permanente. Elle a quand même dit, la bourse, je m'en fous. Les Japonais sont des fourmis, les Anglais des homos. Enfin, et elle était dans la provoque. Et en fait, la provoque a dépassé finalement la parole politique. En fait, on n'écoutait plus Cresson pour l'angle d'attaque politique, mais tiens, elle va secouer encore, qu'est-ce qu'elle va secouer demain matin? Et donc, en fait, elle s'est, sur la fin, décrédibilisée, et on s'est dit, elle n'est pas faite pour ce poste-là. Je pense que c'est pas la même chose. C'est pas parce que ce sont deux femmes, alors ça, ce serait vraiment misogyne, parce que ces deux femmes, elles vont être pareilles. Pas du tout. C'est pas le même contexte, pas le même tempo politique, pas la même séquence, rien. Et en termes de personnalité, je pense qu'elles sont carrément aux antipodes. Jean-Luc Benamias. Je trouve que vous allez bien vite en besogne en pensant qu'elle n'a pas d'ambition personnelle. Moi, j'en sais rien si elle avait de l'ambition personnelle. Et si elle avait de l'ambition personnelle, tant mieux pour elle. Mais je ne vois pas où est le problème d'avoir de l'ambition personnelle. Pas pour nous, pour Macron. Je vous trouve. Pour le président Macron. Près de 35 ans après, extrêmement dur avec Édith Cresson. Car rappelez-vous comment elle a été accueillie. C'était vraiment un assassinat permanent. Je n'ai pas une haute estime, j'ai des souvenirs par rapport à cela. Je n'ai pas une haute estime de ce qu'elle a fait, mais je trouve qu'elle a été lacérée, elle a été critiquée au moindre mot qu'elle disait dès qu'elle a démarré. Je pense que Elisabeth Borne, si elle est encore là dans un mois, Elisabeth Borne aura un peu plus de temps devant elle. On verra. Quant à Édith Cresson, elle a été maltraitée au-delà de tout, mais il faudrait une émission pour rendre justement complexe la description de la situation et sa part éminente de responsabilité, celle de François Mitterrand aussi, dans la situation qui a prévalu à l'époque. Un mot sur le tweet d'Emmanuel Macron hier, quand il a réagi à la nomination, enfin quand il n'a pas réagi, c'est lui qui l'a nommé, quand il a commenté sa propre décision, absolument. Il a mis visiblement dans l'ordre ses priorités. Et c'est vrai qu'on peut s'interroger. Il faut juste que je retrouve le tweet. Il a mis en premier l'environnement, ensuite la santé. Il ne parle pas de pouvoir d'achat et il parle de sécurité en tout dernier. Est-ce que ça signifie quelque chose? Est-ce que j'imagine que ces tweets sont extrêmement précis et calculé, mais est-ce que vous y voyez un signe? Est-ce que l'environnement est la première préoccupation des Français? En tout cas, ça se saurait si l'environnement était une préoccupation principale de M. Macron. Alors vous devez être content qu'il l'ait mis en premier. Ça se serait vu dans les 5 ans précédents. Alors vous devez être content qu'il l'ait mis en premier. Écologie. Parce que j'ai le droit de ne pas y croire. Oui, mais il a mis écologie, santé, éducation, plein emploi, renaissance démocratique, Europe et sécurité. Écologie arrivant en premier. C'est pas neutre. Je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Vous y voyez quelque chose? Deux choses. Apparition de la sécurité dans la liste, sécurité qui n'était pas en dernier, qui n'était pas dans la liste quand il avait fait le profil du Premier ministre idéal.
d'une part. D'autre part, effectivement, le terme pouvoir d'achat n'y est pas. En revanche, réapparition du plein emploi. Il faut se souvenir, et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron n'a pas changé, qu'avant même d'être élu, il considérait que la lutte contre le chômage était la clé de tout, et que du plein emploi allait découler le reste, c'est-à-dire en premier lieu le pouvoir d'achat et en deuxième la paix sociale. Oui, il commence par cohésion sociale. Il finit pas. En fait, le pouvoir d'achat, c'est éminemment. C'est les conséquences. C'est à l'envers, c'est la conséquence. Et on commence par la fin. Ça commence par l'emploi, ça commence par cette stabilité. Ce qui est frappant aussi là-dedans, c'est l'importance de la liste. Hein. Absolument. Très démago, surtout. C'est pas un Premier ministre au rabais, si je puis dire, qui est invité à assumer ses responsabilités. Sur tous les terrains, il faut que ce soit là. Peut-être pas sur la guerre. Oui, environnement en premier, donc écologie en premier. Oui, mais l'environnement, enfin, on sait très bien que ça dépasse même le stade de l'écologie. C'est quelque chose de beaucoup plus vaste aujourd'hui. On le voit avec le climat, on le voit avec les océans. Non, mais il a dit écologie, il n'a pas dit environnement. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir le mot. Donc, quelle est la différence entre l'écologie et l'environnement ? Je pense que la problématique numéro 1, c'est l'environnement au sens global du terme, on le sait. Allez, on marque une pause et puis on va quand même parler de la NUPS, de l'affaire du Burkini en particulier. À tout de suite. Et on est ensemble jusqu'à midi. Alors, Dominique de Montvalon, vous n'avez pas fait votre coup de gueule parce que ça nous amène sur un sujet dont nous allons parler. Je vous donne la parole. Votre coup de gueule concernait Éric Piolle. Oui, on attaque le sujet Éric Piolle, si j'ose dire, non pas... Donc hier, il faut rappeler que le conseil municipal de Grenoble a voté la modification du règlement intérieur de ces piscines. À une ou deux voix près, je crois. Oui, à 2 voix près, 2 voix près, 29 contre 27. Donc ça a été très mouvementé. Alors qu'est-ce que ça vous a inspiré ? Il y a plein de choses, on va sans doute en parler. Je voudrais mettre l'accent sur une chose. C'est comment, dans la France de 2020, avec les problèmes, beaucoup ont été évoqués, d'écologie, de pouvoir d'achat, de pénurie alimentaire qui peut déboucher sur des drames, etc., et la guerre à nos portes, etc. Comment peut-on faire en sorte, quand on est le maire d'une grande ville de France, et qu'on aspire, c'est très très clair de la part de M. Piolle, qu'on aspire à demain ou après-demain. Il prépare la suite, peut-être ce sera pour 2027. Il a été candidat malheureux à la primaire. Oui, mais il a trouvé ça très amer et très injuste. Il y retournera. Et on reverra. Il pense que c'est lui qui conduira. Bon, bref. Comment peut-on faire de cette affaire du Burkini une priorité du débat national? Non mais attendez, mais simplement la réponse, c'est que c'est un choix politique, calculé, cynique. Et je trouve ça lamentable. C'est de la provocation, c'est plus de la politique. Ouais. On fait de la provoque. On essaie de ramener dans tous les terrains ce malaise qu'on a avec la loi de la laïcité. Encore une fois, et c'est un drame. En fait, c'est en train de se passer parce que on pourrait très bien s'en foutre. On pourrait très bien se dire, bon, moi je vais faire comme du Bigard à l'époque quand il était drôle. Admettons que ce soit pas gênant. Alors on admet. Donc dans une piscine, on va par rapport aux problématiques de sécurité dont on parlait tout à l'heure. Imaginez, admettons, qu'il va y avoir un tiers de dames en bikini, un tiers des dames en seins nus et un tiers des dames en burkini, et que tout ce petit monde, ça va bien se passer, ils vont se regarder en disant quelle merveille, voilà. Mais on rêve ou quoi? Est-ce que les gens rêvent? Quand on voit que des jeunes filles se font frapper depuis des années dans la rue quand elles ont juste un short ou une petite jupe, mais imaginez dans une piscine ce qui peut se passer. Encore une fois, je veux bien qu'on fasse des expériences, mais à ce moment-là, on a les expériences, elles ont déjà eu lieu. Voilà, elles ont déjà eu lieu et on sait très bien comment ça finit. Oui, Judith, ce qu'il faut dire, c'est l'aspect éminemment politique qu'évoque Dominique de Montvalon et ce qui est derrière Éric Piolle et son conseil municipal. En fait, ce qui est terrible, c'est que Éric Piolle, pour des raisons d'électoralisme, Dominique a parfaitement raison, se laisse instrumentaliser par un projet déterminé de conquête islamiste de la société française, lequel projet est à Grenoble, porté par une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne, qui prétend défendre les femmes et qui se distingue par ses actions en faveur du burkini, mais aussi en faveur du hijab sur les terrains de foot pour les femmes qui veulent jouer au foot. C'est un projet politique, c'est un projet de conquête des territoires. Le corps des femmes étant, comme le dit Naëm Bestanji, qui est un
militant féministe de Grenoble, donc, qui a beaucoup écrit sur le sujet, notamment sur la signification du voile et du burkini, qui ne sont pas différentes. Hein. Ce qui change, c'est la longueur du tissu, c'est pas la nature et le message véhiculé. Le message étant que le corps de la femme est une provocation, qu'il faut le cacher. Il est impur. Ce qui veut dire d'ailleurs que tout homme est un porc en puissance, incapable de se maîtriser. C'est un message dégradant et pour les femmes et pour les hommes. C'est une victime, l'homme, qui est provoqué par cette attitude. Il faut préciser qu'Alliance Citoyenne a été accusée l'année dernière par Gérald Darmanin de faire pression sur les pouvoirs publics pour promouvoir au profit des musulmans des règles compatibles avec la charia. Bien sûr. C'est ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il a tenté de la faire interdire. Alors, on précise qu'elle reçoit des subventions de la Commission européenne, et de Georges Soros. Ce milliardaire qui a un projet d'open society, c'est-à-dire d'abolition des frontières. Donc qui est très actif dans l'aide aux migrants et dans la promotion de l'islam politique. Gérald Darmanin, je finis ma phrase, a essayé de l'interdire, n'a pas réussi. N'a pas réussi. Jean-Luc Benamias, c'est un maire vert, Éric Piolle. Je trouve cette histoire de burkini totalement hallucinante. Je ne comprends rien à ce que fait Éric Piolle par rapport à cela. Et je pense aux femmes afghanes, dont on savait bien que les talibans n'allaient pas être gentils avec elles, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je pense au combat qu'elles mènent, jour après jour, dans une violence extrême. Absolument. Ça me paraît être, pour moi, absolument essentiel. Quand je dis femmes afghanes, je peux parler d'autres femmes dans d'autres pays. En Iran et... que j'appelle l'islamo-fascisme existe. Voilà, mais c'est fou quelque part, Dominique, tu l'as dit, que ce débat soit devenu central dans cette période où, pour moi, le débat qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans la démarche de Piolle? C'est une promotion. Je ne comprends rien. Un type que je croyais sérieux, qui était grand cadre de grandes entreprises. Je ne comprends rien à cette polémique. Je comprends la polémique, je la vois. Elle m'attriste complètement parce que je pense que à ce niveau-là, c'est se tromper de combat. Ouais. Mais dans la primaire, je veux juste ajouter une chose, c'est que dans la primaire, dans la bataille pour la primaire pour la candidature écologiste, il était en piste. Il a été fort amer de peu d'ailleurs de ne pas finalement sortir vainqueur. Et quand on écoutait ses thématiques et la façon dont il se présentait, on n'est pas surpris. Il a franchi simplement cette fois avec cette histoire du burkini un cran de plus. C'est effectivement complètement déroutant par rapport à son itinéraire personnel ou ce qu'on imaginait être son itinéraire personnel. Et surtout, après-demain, je me demande où il va nous emmener. Mais j'ai quelques idées pour lui. C'est pas du tout déroutant. J'ai fait une enquête sur sa gestion de Grenoble, puisque c'était le seul maire écologiste d'une grande ville qui, en plus, a été réélu pour un second mandat. En 2014, mais réélu pour un second mandat. Donc, c'était vraiment une exception. Gestion dramatique à tous les points de vue, sécuritaire, sociale, environnementale y compris, parce qu'il prétend résoudre les problèmes d'environnement ou les problèmes d'habitat, et c'est un drame absolu en termes d'insécurité, et promotion permanente, peut-être pour détourner l'attention des Grenoblois des réalités de sa gestion, promotion permanente de l'islamisme et des associations qui militent pour les minorités. Mais j'allais dire justement sur les associations de Grenoble, ils devraient, justement par provocation, par réponse, les associations juives et catholiques devraient proposer, pourquoi pas, la kippa imperméable, la croix gonflable, toutes ces choses absurdes. Non, ne dites pas ça. Une kippa, ça n'a rien à voir avec le voile, ça n'a pas du tout la même signification. C'est un petit trait d'humour. Je suis en train de te dire aujourd'hui, c'est une erreur. Pour montrer l'absurdité totale de cela. Lui n'en a aucun. Pour le grand public, il va absolument montrer l'absurdité totale de ce genre de mesure qui est fait pour exciter encore une fois, pour taper sur la laïcité, pour participer à la promotion du fascisme et utiliser les Français. C'est une manip. Donc encore une fois, de dire attention, tout cela n'est que du bidon, mais malheureusement a un impact réel sur la population. Et vous le verrez, comment les citoyens vont réagir dans les piscines au premier échauffourée. C'est pour ça que je vous ai cité tout à l'heure. Comment vont-ils tous cohabiter? Alors c'est vrai que dans un monde idéal, on peut imaginer que tout le monde le fasse. Mais c'est pas ça l'argument non plus, je suis désolée. La caractéristique de l'entrisme islamique
d'ailleurs Tarek Oubrou, l'imam de Bordeaux, censé être progressiste, le disait à un moment, c'est qu'il faut savoir accommoder, adapter son combat au contexte et aux circonstances. C'est-à-dire quand on est en France, on ne dit pas que le voile est obligatoire. Par exemple, Tarek Oubrou, ancien frère musulman. Donc ne vous y trompez pas, ces militantes de l'Alliance citoyenne seront ravies de se montrer à côté de femmes au sein nu dans la piscine. Au contraire, elles posteront les photos sur les réseaux sociaux. C'est ça l'entrisme. C'est fini pour aujourd'hui. Très bonne journée sur Sud Radio. À demain.